Bonjour, aujourd'hui on va faire un vrai-faux sur le questionnaire de Roger Mansuy sur le déterminant. Donc je l'ai regardé, il est vraiment simple et assez rapide. Voilà, allons-y. Donc commencez par aller sur www.rogermansuy en tout attaché, .fr/hx2. Voilà. Et puis, vous allez ici dans déterminant. Voilà, puis je vous laisse le faire parce que, bon, maintenant, on va passer à la correction. Alors, allons-y. Le déterminant d'une matrice diagonale est le produit des éléments diagonaux. Vrai. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit des éléments diagonaux. Vrai. Alors, ces deux choses peuvent se montrer avec la formule explicite du déterminant, parce que, bon, pour le premier, c'est vraiment évident. On a une formule explicite qui est indexée par un élément sigma qui va parcourir le groupe de permutations. Voilà. Et donc cet élément sigma, on se rend compte que pour que le produit qui suive soit non nul, le produit qui correspond au terme associé à sigma soit non nul, il faut absolument que sigma soit l'identité et l'appareil. Là, c'est un petit peu plus dur. Mais sinon, après, on peut aussi dire je fais un développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne, ça marche très très bien. Le déterminant d'une matrice à coefficient entier est un entier. Alors ça, c'est vraiment important, hein. Dans le cas général, le déterminant d'une matrice à coefficient dans un anneau est dans l'anneau. Voilà, donc ça, c'est vrai. C'est encore la formule explicite du déterminant qui le dit. Quand vous êtes sur un anneau, une astuce à l'oral, hein, vous avez fait une leçon, par exemple, sur le déterminant à coefficient dans un corps, et à un moment, vous attaquez le polynôme caractéristique, on vous dit, mais regardez, vous êtes en train de travailler sur un anneau, alors que vous l'avez fait vous avez fait toute la théorie sur un corps. Alors vous dites, ben voilà, il n'y a pas de problème. L'anneau K de X, il se plonge dans le corps K parenthèse X. Voilà, donc le corps des fractions rationnelles. Donc c'est ça l'astuce. Et les déterminants, voilà, et là vous sortez le déterminant d'une matrice à coefficient dans un anneau reste dans un anneau. Mais comme ça, vous récupérez toute la théorie qui est valable sur un corps. Le déterminant d'une matrice à coefficient entier positif est un entier positif. Alors bien sûr, non. Pour n égale 1, oui, mais pour n égale 2, déjà, ça ne marche pas. Donc là, c'est faux. Le déterminant d'une matrice d'homothétie, c'est le coefficient. Ben non, c'est lambda, mais puissance n. Je vous rappelle que le déterminant est un polynôme homogène de degré n. Donc c'est lambda n det de in. Donc c'est lambda n fois 1. Donc ça, c'est faux. Le déterminant, alors ça c'est la matrice on reconnaît la matrice de Vandermonde, hein, dans toute sa splendeur. Donc c'est vraiment le déterminant de Vandermonde, c'est bon. Le déterminant de moins 1 puissance i plus j, donc de aij, c'est alors, ça veut dire qu'il va falloir faire, donc, bon, en fait, regardez, c'est comme si vous multipliez alors à gauche, parce que, regardez, on a moins 1 puissance i. Imaginons que ce soit juste moins 1 puissance i, ça veut dire que on a multiplié à gauche par la matrice diagonale moins 1 puissance i. Voilà, qui est d'un certain déterminant. C'est une puissance de moins 1 que je peux calculer, hein, mais je ne vais pas la calculer. Je vais multiplier à droite maintenant pour le plus j, d'accord? Parce que je multiplie à droite par une matrice diagonale, ce qui va faire un effet sur les colonnes.
par la matrice diagonale encore avec -1 puissance j. Mais cette fois-ci, c'est la même matrice à gauche et à droite. Donc, on a multiplié 2 fois par la même matrice et on est retombé sur nos pattes. Donc là, c'est vrai. Le déterminant de la matrice de permutation ici, oui. Alors, normalement, tel que c'est là, ce serait epsilon de sigma moins 1. Mais epsilon de sigma moins 1, c'est epsilon de sigma aussi, hein, parce que c'est l'inverse d'epsilon de sigma, mais epsilon de sigma, c'est 1 ou moins 1. Donc ici, ça va être vrai. Pour A, B, C, D, là, le déterminant de A, C, B, D, donc c'est det de A, det de B, moins det de B, det de C. Non, c'est bien dans l'idée. Il y a ce qu'on appelle, regarder le développement de la place. Il est plus compliqué que ça. C'est pas ça. Donc, c'est très facile. Alors, évidemment, hein, si n égale 1, ça marche. Mais pour n supérieur à 1, c'est plus compliqué. C'est un développement de la place. Donc, c'est faux. En revanche, là, oui, ça va être vrai. Alors ça, rappelez-vous, il y a une très jolie preuve qui consiste à regarder l'application qui à A donne ce déterminant-là, donc juste à A, B et C sont des paramètres fixés, et de voir que cette application est n linéaire alternée. Et donc, elle est unique à coefficient près. Donc, comme le det de A, comme l'application qui a A donne det de A, est aussi n linéaire alterné, elles sont égales à lambda près. Donc, il y a un lambda à trouver, d'accord, tel que ça, c'est égal, on sait que c'est égal à lambda fois det de A. Voilà, c'est assez joli. Et maintenant, pour trouver lambda, on pose A égale l'identité, la matrice identité de taille n. Et là, on sait faire le calcul pour l'identité, c'est pas difficile. On trouve det de C en développant par rapport à des lignes. Hein, puis voilà, ça marche très bien. Et on trouve det de C, donc lambda égale det de C. Donc ça, c'est vrai. Det de A, B égale det de A, det de B, c'est la même technique. Hein. On regarde l'application qui a A donne det de AB. Bon, c'est bien connu, évidemment, mais c'est bien de savoir le démontrer. On regarde l'application qui a A donne det de AB, ou qui plutôt a B donne det de AB, j'aime mieux. Et on voit très facilement que c'est encore une application n linéaire alternée. Et donc, on va avoir det de AB égale lambda, où lambda est fixé, quel que soit B, hein, det de B. Et après, on pose B égale identité, et ce qui nous fait que det de A égale lambda. Donc ça, c'est vrai. Le fait que det de A soit additif, non. Il n'y a qu'une seule fonction, d'ailleurs, qui est additive et qui soit invariante, un invariant de similitude. C'est-à-dire qu'il vérifie f de p à p-1 égale f de a. Hein, c'est la trace ou à scalaire près, quoi. Donc ça, c'est faux. Alors, det de A transposé égale det de A. Ça provient de la formule explicite du déterminant. En faisant le changement de variable, taux égale sigma moins 1. C'est-à-dire qu'on change taux, c'est-à-dire qu'on change la permutation sigma dans la formule explicite du déterminant, hein, celle qui a factoriel n termes, et on change le sigma en sigma moins 1. Donc, bon, on utilise le fait que epsilon de taux moins 1, c'est epsilon de taux. Et puis ensuite, on fait une petite permutation dans le produit en utilisant le fait qu'on est sur un corps commutatif. Et là, ça marche bien. Donc, c'est très, très utile, hein, ce truc-là. Et entre autres, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, cette égalité. Elle prouve que s'il y a une combinaison linéaire sur les colonnes, alors il y a une combinaison linéaire sur les lignes. Et ça, c'est pas du tout évident a priori. Donc on voit quand même que c'est un théorème assez profond. Et le théorème le plus profond qui va dans ce sens, c'est que A transposé est semblable à A.
Ça a l'air d'être l'énoncé du théorème est très simple, mais sa preuve arrive jusqu'aux confins de la réduction, en fait. Det de A transposé A est positif, bah oui, parce qu'on est sur R. Alors pour une fois, on se sert vraiment qu'on est sur R. Jusqu'à présent, on pouvait être sur un corps quelconque. Bon, je pense que comme c'est pour des classes prépa, bah, bon, ils n'ont pas attaqué la théorie des corps et tout, mais tout le reste pouvait se faire sur un corps quelconque. Là, vraiment, on est sur R. Et là, c'est det de A, d'après ce qui précède, d'après ceci et ceci, bah, ça fait det de A carré, donc c'est évidemment positif. Il existe une matrice A telle que det de A carré égale moins 1, bah non, parce qu'elle ne serait pas sur R. Là encore, on est encore vraiment sur un truc réel. Si on était sur C, par exemple, alors là, ce serait vrai, mais sur R, c'est faux. Det de GLN de R égale R étoile. Alors, il faut faire attention, il y a une inclusion qui est évidente, parce que si on a une matrice inversible, son déterminant est non nul, mais réciproquement, il faut montrer que c'est égal, c'est-à-dire que l'application déterminant est surjective sur R étoile. D'ailleurs, ce n'est pas qu'une application, il faut bien savoir que c'est un morphisme de groupe. Un morphisme de groupe très agréable parce qu'il transforme un monde non commutatif en un monde commutatif. Donc ça, c'est pas mal. Et il est surjectif, c'est ça qu'on nous demande. Bah oui, parce que si lambda est dans R étoile, on n'a qu'à prendre la matrice diagonale lambda 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que des 1, et elle est bien dans GLN parce que son déterminant, c'est lambda qui était non nul. Donc ça, c'est vrai. SLN de R est un sous-groupe de GLN, bah oui, c'est le noyau du déterminant, puisque c'est l'ensemble des éléments qui, par le morphisme déterminant, vont vers 1. C'est même un sous-groupe distingué, parce que c'est un noyau. Une matrice nilpotente est de déterminant nul. Alors, bah oui, parce que comme elle est nilpotente, bah, grand N puissance M est égal à 0, par définition. Donc, quand on prend le déterminant et qu'on applique le fait que ce soit un morphisme multiplicatif, bah, ça fait déterminant de N, le tout puissance M égale 0, donc det de N égale 0, donc ça c'est vrai. Deux matrices semblables au même déterminant, bah oui, c'est tout l'avantage justement de passer d'un monde non commutatif à un monde commutatif, parce que det de P à P-1 va devenir det de P, det de A, det de P-1, et là, on peut commuter et éliminer det de P avec det de P-1. Et donc, ça fait det de A, c'est bon. Deux matrices équivalentes au même déterminant, ben non. C'est même pas vrai en dimension 1, quoi. Même vous regardez la dimension 1, vous prenez deux matrices équivalentes en dimension 1, des matrices 1, 1, hein, d'accord? Donc, c'est juste deux nombres non nuls, deux réels, puisque bon, deux éléments du corps, hein, non nuls, qui sont équivalents, parce qu'ils sont de rang 1, ils ont même rang. Voilà. Donc, le déterminant, c'est justement le nombre même. Donc là, même pour n égale 1, c'est faux. Deux matrices semblables au même polynôme caractéristique, bah oui, par le déterminant, puisque c'est un déterminant, le polynôme caractéristique. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est 1 ou moins 1. Non, si et seulement si son déterminant est non nul. Une matrice à coefficient entier admet un inverse. Une matrice à coefficient entier admet un inverse à coefficient entier si et seulement si son déterminant est 1 ou moins 1. Alors ça, oui. Alors si elle admet un inverse à coefficient entier, donc on a une matrice B telle que AB égale identité, ça fait que det de A, det de B égale identité, donc det de A et det de B sont deux entiers dont le produit fait 1. Et donc ça fait que det de A, forcément, c'est 1 ou moins 1, puisque c'est un inversible de Z. Réciproquement, si le déterminant c'est 1 ou moins 1, alors vous avez la fameuse formule de la transposée de la comatrice, c'est-à-dire que l'inverse de A qui existe dans Q, hein, c'est 1 sur det de A. Alors toujours pareil, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des matrices à coefficient entier, vous avez une théorie pour les matrices à coefficient dans un corps, eh bien il faut absolument plonger Z dans Q, hein, pour pouvoir dire des choses, hein, pour pouvoir dire que A est inversible dans Q.
Donc, elle est inversible dans Q, mais la formule, c'est 1 sur det de A transposée de la comatrice. La transposée de la comatrice, ben, c'est que des additions et des multiplications, donc on reste dans Z. Et l'inverse de det de A, ben, c'est 1 ou moins 1, parce que det de A, ben, c'est 1 ou moins 1, et donc c'est inversible dans Z. Donc, tout est vrai, hein, d'un côté et de l'autre. Le PGCD des coefficients de la première ligne d'une matrice à coefficient entier qui admet un inverse à coefficient entier vaut 1. Oui, forcément. Parce que si, vous prenez le PGCD, donc ça veut dire que vous l'appelez petit d. Donc vous pouvez factoriser la première ligne par d. Donc votre déterminant, étant donné qu'il est n linéaire, bon, ce serait, voilà, quoi, il est n linéaire sur les lignes aussi, hein, eh bien, il est multiple de d. Mais comme ça admet un inverse, d'accord, bah, ce d, il vaut 1 ou moins 1. Mais comme c'est un PGCD c'est positif, donc ça vaut 1. D'accord. Donc on se sert de la question précédente et du fait que le PGCD, on peut le mettre en facteur au niveau du déterminant. La comatrice de M est nulle si et seulement si le rang de M est inférieur à n-1. Eh bien non, parce que si votre rang est égal à n-1, alors vos cofacteurs, les cofacteurs, je vous rappelle que c'est des mineurs n-1. Donc il existe au moins, on sait qu'étant donné que le rang de M est égal à n-1, il y a un théorème qui nous dit qu'il existe au moins un mineur de taille n-1 qui est non nul. Donc, au moins un élément de la comatrice de M qui est non nul. Donc là, ce serait inférieur à n-2. Là, ce serait vrai. Mais n-1, c'est faux. La comatrice d'une matrice triangulaire est triangulaire. Ben oui, parce que quand la matrice est inversible, c'est vrai. Parce que la transposée de la comatrice, c'est l'inverse. Et l'inverse d'une matrice triangulaire supérieure, par exemple, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, ça va être vrai pour les matrices inversibles. Et après, j'ai envie de dire que GLN est dense si on est sur R, que par densité, ça va marcher. Après, je pense aussi qu'on peut le faire par un gros calcul, mais bon, on est convaincu que c'est vrai sur R et C, ne serait-ce que par densité de GLN. Si une matrice est inversible, son inverse est la transposée de la comatrice. Non. Non, il faut diviser par le déterminant. L'inverse de ça, c'est ça, oui. Alors ça, c'est à connaître par cœur, hein. Si, évidemment, alors évidemment, je pense qu'il veut dire si AD moins BC est non nul. Donc je vais mettre vrai, mais peut-être que c'est faux si, et oui, si c'est AD moins. Non, je vais quand même mettre vrai parce que ça a l'air vraiment, ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc ça, c'est à connaître par cœur, hein. Voilà, ça c'est vraiment à connaître par cœur. Pour tout A, la fonction t donne det de ta plus in est polynomiale de degré n. Ben non, parce que le problème, c'est polynomial, oui, mais de degré n, ça m'embête, parce que si vous prenez a égale 0, vous avez juste 1. Par contre, si le t avait été porté par in et pas par a, ça aurait été vrai. En fait, celle-là, elle est polynomiale de valuation 0, je dirais. C'est-à-dire c'est le terme constant, il va toujours y avoir un terme constant, puisque pour t égale 0, ça fera toujours 1. Donc son terme constant, c'est toujours 1. Donc ici, on ne peut pas dire grand-chose sur le degré, mais on peut dire quelque chose sur la valuation, sur le terme constant. Donc ça, c'est fou. Pour tout A dans Mn de R de rang 1, les racines de qui A sont 0 et trace A. Alors oui, ça c'est vrai. Alors ça, c'est un grand classique. Si la matrice est de rang 1, bah, ça veut dire que son noyau est de dimension n-1. D'accord, d'après la formule du rang.
Donc, d'après la formule de rang, comme c'est n-1, ça veut dire que le sous-espace propre pour la valeur propre 0, c'est n-1. Donc, c'est ce qu'on appelle la multiplicité géométrique de 0. D'accord? Donc, ça fait n-1. Mais la multiplicité algébrique, c'est-à-dire l'ordre de la racine, c'est l'ordre donc de 0 comme racine de qui A. Donc, ça veut dire que c'est au moins n-1. C'est supérieur à la multiplicité géométrique. Donc, c'est n-1. Et donc, comme il nous en reste une dernière et qu'on a la somme des racines, la somme des racines, c'est la trace. Et comme les autres racines, c'était tout 0, ça fait la trace ici. Donc, on a effectivement 0 comme racine de multiplicité n-1 ou n, et trace de A, quand c'est non nul, alors ce sera l'autre racine. Donc là, c'est vrai. Et pour tout A dans Mn de R, il existe au plus n scalaires tel que ça soit non inversible. Donc non inversible, ça veut dire, donc finalement, comme c'est des endomorphismes, ça revient à non injectif. Et non injectif, c'est bon, ça revient à dire que lambda est valeur propre. Mais les valeurs propres, ça revient à dire que c'est racine du polynôme caractéristique. Et donc, comme il est de degré n, il existe au plus n scalaire lambda. Et donc, bon, ça c'est vrai pour tout corps, pareil. Là aussi, c'est vrai pour tout corps. Là aussi, c'est faux pour tout corps. Tout ça. Voilà. Donc là, on va dire vrai et c'est fini.